J'ai une copine qui, quand j'ai été diagnostiquée avec les cancers, elle m'a dit: Ah, je suis sûre, qu'est-ce que tu penses maintenant? Je suis inquiète avec l'université de ton fils. Parce que mon papa, il a eu de cancer et lui, il était inquiété si j'aurais fini mes études ou pas. Et là, j'ai pensé avec moi-même, j'ai dit: Mais ça, c'est les moins de mes inquiétudes maintenant. J'ai dû être vivant pour jouer avec mon fils. Mais Soyez tous bienvenus à encore un épisode do Parentcast, avec la collaboration do Estúdio Vanessa Ota e Gringa Biju Sassean. Podcast sans tabou et sans U. Et aujourd'hui, on va amener pour vous une invitée très spéciale. Et puis, elle m'a envoyé une petite présentation d'elle que je vais lire. Après avoir vécu dans 9 pays, j'ai appris à m'adapter à tout, sauf à moi-même. Jusqu'à le moment où mon corps m'obligeait à m'y arrêter. Dans cet épisode, je partage comment j'ai reconstruit un équilibre entre la performance et l'alignement que c'est la maternité à 43 ans a changé dans ma vision du succès et pourquoi l'écriture, au cœur de mon livre Gravetos, est un outil puissant pour se reconnecter à mon histoire. Alors, avec vous, Juliana Diveni. merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. C'est un plaisir à nous. Et on a toujours notre bon de rabais, c'est Cast vente, Cast D0, un bon de rabais de 20% sur tous les achats en ligne sur Gringa Bijou. Alors, Jo, on a tous les invités, ils ont le droit d'un petit cadeau. Et toi, ça ne sera pas différent de Gringa Bijou. C'est magnifique, merci beaucoup. J'aimerais te donner aussi mon livre physique. Tu as déjà la version online, mais j'aimerais bien te donner ça, que j'ai bien écrit en mots là, et puis un stylo de Parentcast. Merci Oui, beaucoup. ça tient la totale. Et avec une dédicace qui s'est vue encore 1000 fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Et si tu veux, tu peux aussi ouvrir et montrer ton petit cadeau. Ah oui, je vais avec grand plaisir. Voilà, c'est un bague anti-stress. Oui. Ça, c'est une nouveauté chez Gringa Bijou, les bagues anti-stress. Si vous l'aimerez, vous les trouvez sur le site www.gringabijou.ch. Il faut se rappeler que le bon de rabais, il est valable seulement pour les achats en ligne. Oui. Je l'ai déjà utilisé maintenant. Ah, c'est bien. Ça, c'est un bon cadeau pour les invités. On parle de bien-être, ok? Oui. On fait la totale avec Gringa Bijou. Exactement. Jo, alors moi j'ai lu ton livre, tu as un livre, comme j'ai dit au début, qui s'appelle Gravetos. Et moi j'ai lu et puis ça m'a touché beaucoup la phrase « les noms, je l'ai déjà Ouais. ». Et j'aimerais que tu parles un tout petit peu de ça et tu nous dis pourquoi, comment ça arrivé à ta vie, cette phrase qu'elle est tellement profonde, c'est, pour des gens il n'est pas trop de significat, mais moi je les trouve tellement profonde. Et puis, on les voit plusieurs fois. Non, c'est super Dans ton intéressant que tu as trouvé ça comme les points plus intéressants du livre. Parce qu'au tout début, je ne voulais pas appeler le livre Gravetus, je voulais l'appeler Naïa, qui vient d'allemand, les noms et les ya, non des oui, en disant que les noms deviennent en oui. Ok. Après, j'ai changé pour Gravetus, qui en français ça veut dire brandy, qui c'est des petits morceaux des bois qu'on peut trouver partout. Ah, des petites branches. C'est des petites branches qui composent un nid. Et je crois que notre vie, elle est composée, et spécialement la mienne, elle était composée par un nid d'autres. Mais c'était des petits morceaux, des petites branches, des brindilles qu'on trouve dans tous les pays où j'ai eu l'opportunité de vivre. Et la question qui est, on perd rien si on essaye, qui c'est les noms on a déjà, il vient de cette, je peux dire, au courage, oser à faire des choses, même qu'on pense qu'il ne va pas marcher. Parce qu'on perd rien en essayant. Oui, ouais, ça c'est vrai. Il faut toujours essayer et se lancer. Mais c'est vrai que pour nous, alors, moi je dis, la vie d'immigré, et on parle pour beaucoup des immigrants, c'est ça. On sait jamais où ça va donner, les pas qu'on donne.
Et puis, mais des fois, ça peut ouvrir tellement de portes. Et puis, c'est vrai que des fois, on ne comprend même pas pourquoi on est en train de faire ça. Et puis, quand on regarde derrière maintenant, puis on dit, j'ai été vraiment énormément courageuse. Et moi, je vais dire, ça, c'est une chose que j'ai dit en off. C'est, tu as été très courageuse parce que, et puis, je m'identifiais beaucoup parce que tu as venu, tu as sorti du Brésil pour y aller aux États-Unis. Tu avais à peine un peu plus de 20 ans. Ouais, ouais. Et puis, c'est une jeune fille. C'est vraiment sortir de son pays, que tu n'as jamais avait pris un avion, tu n'avais jamais sortir dedans du pays, puis partir aux États-Unis pour habiter, c'est vraiment d'un courage énorme. Moi, je pense qu'il faut juste qu'on explique un peu à ceux qui sont en train de nous écouter que c'est vrai qu'au Brésil, nous trois, nous sommes brésiliennes, et c'est vrai que nous, au Brésil, on a souvent, on dit, ah, est-ce que j'essaie ou j'essaie pas? Et on dit, on ne perd rien à essayer parce que les noms, on a déjà. Parce que c'est juste pour expliquer à ceux qui ne sont pas habitués, comme tu as dit, que parfois les gens ne sont pas habitués à cette expression. Je trouve que c'est tellement puissant ça parce qu'on n'a rien à essayer. Hier, j'ai vécu, juste pour partager une petite anecdote, mon fils il était en train de prendre son bain et il trouve dedans la baignoire un jouet que c'est pas lui. Ouais. Il a dit, maman, en fait, ce jouet, c'est à mon copain un jouet pour faire des boules avec l'eau. Et en fait, tu veux faire quoi? Déjà, je mise dans une position neutre. On lui dit, ah, c'est bon, c'est pas bon. Je dis, oui, mais tu veux faire quoi alors que maintenant que tu sais ça, tu as appris ça? Il dit, peut-être qu'il faut lui parler, hein, peut-être qu'il faut les rendre. Et j'ai dit, oui, alors, on peut faire ça demain si tu veux. Tu les rends demain. Il dit, mais peut-être qu'il sera fâché. J'ai dit, mais alors, si tu n'essayes pas, tu vas jamais savoir. C'est qu'en essayant qu'il sera fâché. Et après, la réponse de l'autre, tu n'as pas le contrôle. Tu as le contrôle que tu vas faire. Et je trouve que ça peut aller d'une grande échelle dans le sens si je change de travail ou pas, même des petites choses, genre si j'essaie de faire ça, la personne sera fâchée, mais je vais savoir que si j'essaie. Parce que le nom dans le sens, elle ne sera pas au courant, on a déjà. Et je crois que tout dépend. Je crois qu'au Brésil, on a cette possibilité de faire tous avec les sourires. Oui. Je crois que quand on sourit pour la vie, elle a souri en retour. Oui. Et tu étais en train de parler de ton fils. Je me rappelle, on était en concert ici en décembre et il avait beaucoup de gens qui étaient trop devant lui. Mais bien sûr que les chaises plus chères, elles étaient toutes devant, mais elles étaient vides. J'ai dit à mon fils, bon, on va demander si tu peux venir en avant. Non, maman, c'est des chaises plus chères, etc. On peut pas. J'ai dit, écoute, on n'est pas en train de faire sans demander. On va demander au monsieur, s'il n'y a pas de personne, c'est peut-être on peut s'asseoir là. Parce que le pire qui ça va arriver, c'est qu'on va rester dans notre chaise qu'on avait déjà. Tu es déjà dans cette situation. Donc, tu es déjà dans cette situation. Et le monsieur, il était super sympa. Il a pris un coussin, il l'a mis devant. Et là, j'ai dit, mais voilà, le cas, les noms, on a déjà. On perd rien en essayant. En essayant, oui, c'est ça. Et puis, des fois, les gens, ils perdent beaucoup juste pour la manque de courage d'essayer. La peur de qu'est-ce que les autres vont penser. Je crois que c'est les deux choses. Aussi, ça c'est aussi. Il y a une chose aussi qui c'est très, pour moi, c'est très touchant. Comme Amanda, moi je veux dire qu'Amanda pour moi c'est une personne qui, ça me touche son histoire parce qu'il venir en Suisse, valider son diplôme, travailler comme médecin dans sa profession en Suisse, qu'elle a fait son université au Brésil, c'est une grande victoire. Oui, c'est vrai. Et puis, toi aussi, tu as sorti du Brésil, tu as fait une grande trajectoire internationale avec ta carrière. Et on sait que tu es très compétent dans ton travail, mais il y avait une grande envie d'être maman aussi. Ouais. Et puis, ça, je pense, elle a même ouvert une grande sourire. C'est même plus que l'envie d'avoir une carrière brillante, c'était grand, mais d'être maman, c'était aussi quelque chose d'énorme. Mais alors, avant de l'arrivée de cet enfant, il y a eu un grand chemin à parcourir et puis à faire. Et puis, tu peux nous raconter un tout petit peu de ça? Oui. Bon, moi, quand on a combien des heures là? S'il y a besoin, on peut faire un deuxième moment. Hein? C'est toujours faisable. Non, quand j'avais 15 ans, j'ai lu un livre qui s'appelait Pollyanna.
Oui. Et c'était mon livre préféré. C'est des liens porteurs. Et ma tante m'a dit, écoute, prends ce livre et écris tes rêves. Et là, les voyages, pour moi, c'était une chose, comme vous voyez, les telenovelas. C'était loin de ma réalité. Et dans ce livre, j'ai écrit que je voudrais connaître le monde, donc voyager, et avoir 2 enfants. Ça, c'était une chose. Donc là, j'ai mis. Ah, il prend l'avion. C'est là, tu prends l'avion, quoi. Il avait. Prends l'avion et vois les Coliseums. Qui on peut dire, non, mais pour voir les Coliseums, si on habite au Brésil, non, il faut traverser la mer. T'es hein, obligé. ça va voyager. Donc, je Tu crois vas que pas aller en bateau, tu vas en avion. Donc là, déjà, j'ai jamais mis que je veux être là en grand chef financier. Là, c'était pas dans mon rêve de cette époque. Après, les opportunités sont venues. Je suis allée aux États-Unis. Mais pour tous ceux-là qui pensent aller à l'étranger, ah oui, elle a la belle vie, hein, elle habite en Europe, elle habite aux États-Unis, c'est super facile. Je crois qu'à moi, peut-être, ça t'est arrivé aussi, c'est la frustration. Parce que oui, on parle français, oui, on parle anglais, mais c'est jamais la même chose comme notre langue maternelle. Ouais. On se sent Donc, bête parfois aussi, hein. On beaucoup. n'arrive pas à s'exprimer. Ouais. Oui, oh, quand les gens moi, j'ai toujours les problèmes avec les déçus. Là, mon fils me corrige tout le temps. Je dis non, mais j'ai appris le français avec 27 ans, ça rentre pas. Mais si c'est sans U, hein, comme ça. Amanda, pas de c'est souci, hein. si tu fais attention, Amanda, elle ne parle jamais les U. Donc ça c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que je suis sortie du Brésil à 23 ans et après j'étais retournée au Brésil, j'étais déjà gérant, j'étais déjà manager et j'ai ressorti du Brésil et on arrive là et les gens te regardent mais on ne te comprend pas, ça prend du temps pour expliquer les mêmes choses. Les bagues qu'on fait, les rigolettes, les personnes ne comprennent pas. Donc, on est là, mais récemment, hein, même 2 ans, on a eu la crise de l'Ukraine. Et j'ai fait la bague en disant, oui, maintenant on peut offrir, parce qu'elle avait les prix des énergies, il était 4 fois plus cher. J'ai dit, bon, mais on fait la bague et on peut voir les douches gratuites au travail. Et tout le monde m'a regardé. Mais comment on va faire pour schématiser, pour programmer, qui prend la douche quand? J'ai dit, non, c'était une blague. C'est une blague. Ouais. Non. Donc même aujourd'hui, 23 ans après que j'ai quitté au Brésil, de temps en temps, j'ai encore d'être pas... La difficulté de se faire comprendre. Donc, j'ai arrivé à mes 40 ans, et on a tous cette crise de 40 ans, donc qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et oui, en termes de carrière, je ne pourrais pas me plaindre, mais ça m'a manqué mon grand rêve d'être maman. Donc, j'étais dans des meetings, et quand les gens disaient « Ah, mais cet week-end, mon fils voulait faire ça, ça, ça. » Mais dans moi, j'étais « Ah, mais je voudrais avoir ce problème. » Ce que je trouve génial. Et j'ai dit « Bon, quand j'ai 8 ans, 5 ans, personne ne va se rappeler qu'est-ce que j'ai fait dans mon travail, mais que je suis la maman des... Donc, dans cette époque-là, je n'ai pas trouvé les papas qui je considérais quelqu'un que j'ai dit, bon, vraiment, je peux construire en famille avec lui. Et j'ai décidé de faire l'adoption. Ok. Autant que femme célibataire en Suisse. Et c'était un processus super long, parce qu'ici, il prend les choses très sérieuses. À l'époque, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas mon enfant qui venait du Brésil, en Suisse. Et c'était des entretiens, des personnes qui sont allées parler de moi. Ils sont venus à la maison pour voir comme je vivais. Mais désolé, je n'ai pas compris ça. Tu voulais que l'enfant vienne du Brésil? Tu voulais qu'il soit brésilien, c'est ça? Je voudrais qu'il soit brésilien. Okay. Mais tout le processus, il commence d'abord avec l'Association de protection de la jeunesse suisse, d'approuver si
tu peux être maman. Ok. Tu peux adopter un enfant. Et c'était là aussi que j'ai compris, parce que j'ai pensé à l'époque qu'adoption, c'était juste un geste d'être bénévole, Et là que j'ai compris que non, parce que l'enfant, il ne demande pas d'être adopté. Et il y a des cas au Brésil où les gens adoptent et après, ils changent d'idée. Et ça, pour l'enfant, c'est un trauma énorme. Ouais. Donc, j'ai été approuvée en Suisse. J'étais la 5e femme à être approuvée à faire l'adoption toute seule. C'était un psychiatre qui a fait mon processus. J'ai envoyé tous les processus au Brésil. Et après, ils ont dit non, mais votre processus était fait avec un psychiatre. On accepte qu'il y ait des psychologues. Donc, il faut tout refaire. Oh là là, c'est pas vrai. Mais en même temps, j'ai trouvé aujourd'hui qui est mon mari. Et il a dit, bon, on va se marier. Et du moment qu'il m'a proposé de se marier, les règles changent. Donc, il faut adopter ensemble. Donc, il faut recommencer le processus. Donc, on a fait un processus plus court. Mais après, avec le Brésil, ça n'a pas marché non plus. Et on a dit, bon, on va partir en Thaïlande pour l'adoption. Là, c'est avec un intermédiaire, etc. Et je me rappelle que pendant le processus de l'adoption, les formations qu'on avait, il disait, il va avoir une question. Combien vous avez payé pour moi? Et les processus en Suisse, à l'époque, avec la Thaïlande, ils coûtaient 20 000 francs. Mais je n'étais pas prête à dire à un enfant que oui, j'ai payé pour l'avoir. Attends, mais ça veut dire que... Alors, tu devais payer le processus, ok, pour faire ça, mais après, ils étaient obligés de mettre l'enfant au courant de ça? Pendant le processus de l'adoption, il dit que la transparence, c'est clé. Ok. Donc, il faut jamais... Parce que c'est un enfant qui vient avec déjà un lien cassé. Parce qu'ils sont déjà un peu plus grands, c'est ça? Oui, normalement, il vient ça... avec 2 ou 4 ans. Non plus âgé, c'est plus un... D'accord. Et il dit que du moment que l'enfant te pose la question, il faut les répondre de manière sincère. D'accord. Et je crois qu'à l'époque, au Brésil... S'il pose la question, parce qu'il y a des questions, des enfants, peut-être qu'ils ne vont pas poser la question. Mais de moment, parce que comme il a du mal à faire confiance, parce que c'était sa propre maman, c'est son propre papa qui l'a abandonné, donc c'est difficile de construire la confiance mieux. Mais donc avec la Thaïlande, ça n'a pas marché. Et j'ai dit, bon, ça va, je vais être belle-mère, parce que mon mari, il a déjà un enfant de son premier mariage. Disney aide pas la belle-mère, non? Parce que les belles-mères sont tout méchantes. Moi, je me considère en moi. Belle-mère, moi, c'est pas si méchant. Belle-maman, c'est... mais après, je trouve que c'est intéressant parce qu'en portugais, on dit madrasta et beaucoup de gens disent mãe drasta ou boa drasta. Mais peut-être les gens qui parlent que français, je ne sais pas trop traduire ça en français, mais juste pour dire que moi, je dis, mais je suis vraiment madrasta, parce que madrasta en portugais, c'est deuxième maman. C'est pas mauvaise maman, c'est deuxième maman. C'est juste que les gens, ils détournent les mots. Moi, je dis non, je suis vraiment madrasta parce que je suis deuxième maman. Mais je pense qu'au Brésil, ces mots-là, ils essaient de détourner quand même. Des belles mamans, je suis d'accord avec toi. Et bon, et après, c'était en janvier 2017 que je suis tombée enceinte. Pour finir, tu es tombée enceinte. Mais j'aimerais retourner juste un tout petit peu en arrière par rapport à l'adoption. Alors, il y a un épisode que j'ai vu dans ton livre, qui c'était tu devais faire un entretien avec une assistante sociale, je ne sais pas, avec ton mari. Et puis elle a dit, mais madame, il est en train de faire ça pour vous et pas parce qu'il veut adopter un enfant. Et lui, il ne voulait pas. Oui. La dame, elle a dit, il est en train de faire ça pour vous et pas parce qu'il veut adopter un enfant. Donc, et ça, j'ai trouvé tellement important que tu l'as mis ça là, parce que des fois, et ça, on peut amener même pour la vie,
d'être maman. Parce que des fois, et nous, on parle beaucoup de ça, que des fois, nous, nous femmes, on veut être maman, mais on ne demande jamais au papa s'il veut être papa. Ouais. C'est comme si on impose toujours cette volonté de « moi, je veux être maman ». Tu viens dans ma vie, alors si tu veux me faire un enfant, mais on ne demande jamais s'il veut vraiment avoir un enfant. Ouais. Et puis après, quand cet enfant il arrive, ça arrive aussi les challenges, ça arrive aussi les défis. Et puis là, des fois, on culpabilise cet papa parce qu'il n'est pas prêt. Ou il n'est pas présent. Ou il n'est pas présent. Et puis ça, j'ai trouvé que c'était tellement bien parce que ça amène une clarté des... Il faut parce que qu'est-ce que la dame elle était en train de dire, c'est pas pour vous qu'elle doit le faire, mais c'est pour l'enfant. Pour l'enfant, il faut vouloir l'enfant. Exactement. Et là, une chose intéressante, parce que je crois que j'ai écrit ça aussi dans mon livre, j'espère que mon mari ne regarde pas cet épisode. Non, mais c'est legal, je peux envoyer un gros bisou à lui. Je lui fais partie de cette histoire. Non, parce que quand on s'est rencontrés, il avait déjà un enfant et c'était si difficile sa séparation, donc son premier mariage. Et elle disait qu'il ne voudrait pas un deuxième enfant. Ok. Donc, moi, je disais, bon, écoute, t'as ton enfant, moi, je vais avoir mon enfant. Donc, tu imagines que je suis une dame séparée avec un enfant dans le futur. Donc, nous sommes ensemble, tu as ton fils, non, je vais être la belle-mère de ton fils, et tu vas être le beau-père de mon fils. Mais je ne te demande pas pour adopter avec moi. Oui. Ça, ce n'est pas ma demande. Donc, il est arrivé les premiers Autrichiens, lui, il a fliqué complètement, et on s'est séparés. Après 3 mois, il est revenu, et je lui ai dit, écoute, mon rêve, je viens d'être approuvé, mon rêve d'être maman, mon rêve d'adopter, il continue. Et je vais poursuivre cette chemin. Et je me rappelle pendant l'Autrichien, donc j'étais avec les cœurs brisés parce que c'est l'amour de ma vie, mais la maternité pour moi c'était tellement importante. Je disais, si la personne m'accepte, elle doit m'accepter avec les paquets. Avec tes souhaits aussi. Mes souhaits et avec les paquets d'être maman. Et après 3 mois qui en étaient loin, mais dans ces 3 mois, j'ai eu l'approbation. Et la dame m'a posé la question, elle a dit, mais écoute, aujourd'hui, tu es célibataire. Si demain, tu rencontres quelqu'un, et lui n'est pas d'accord avec ton rêve, qu'est-ce que ça va passer? J'ai dit, non, j'ai vu une personne qui accepte mes rêves. Et je fais en parenthèse, je crois que c'est ça que dans beaucoup de relations amoureuses, on a peur de dire notre rêve, parce qu'on a peur que l'autre personne n'aille pas, vole pas, et après, on se rend compte après 2-3 ans que voilà, mes rêves ne sont pas réalisés parce que je n'ai pas osé dire c'est là que j'ai rêvé tout au départ. Oui, mais c'est vrai que alors, la beauté de l'histoire, c'est que voilà, elle avait son rêve. Après, vous avez se séparés, t'as mis ça dans le livre, oui, c'est vrai. Il est là-dedans, l'histoire. Et puis, mais après, c'est lui-même qui t'a dit, mais pourquoi pas avoir notre enfant? Pourquoi pas tu tombes enceinte? Non, c'est après que ça n'a pas marché, les adoptions, tout ça, parce qu'il dit, bon, je pars avec... on revient ensemble, j'ai dit, mais j'ai vu être maman, j'ai vu adopter, et j'adopte avec toi. Pendant les chrétiens, la dame a remarqué que c'était pas vraiment son souhait d'adopter un enfant. Pour les raisons de l'univers, ça n'a pas marché avec la Thaïlande non plus. Et après, un jour, en train de discuter, elle a dit, mais tu as toutes tes ovocytes surgelés au Portugal et tu ne veux pas être maman, tu as peur de la grossesse. Et j'ai dit, non, mais c'était toi qui m'as dit que tu ne voulais pas être un papa. Et je crois que c'est, comme on dit en portugais, les obvious, on doit les dire. L'évident. Tout ce qui est évident, il faut être dit. Il faut être dit. Et qui, des fois, on prend qui est bon, c'est tellement évident qu'il n'a pas besoin de dire. Et là, je dis, non, mais c'est toi qui ne voulais pas un enfant. Et j'ai dit, non, mais j'ai dit que j'ai vu construire une famille avec toi. Construire une famille pour moi, c'est d'avoir... ça implique un enfant dedans.
Et donc, c'est là qu'après, on a dit, bon, on va essayer d'avoir un enfant ensemble, Oui. parce que c'était aussi, ça redevenu aussi son Oui. souhait. Ouais, je trouve que c'est intéressant ça que tu partages. En médecine, on a une expression qu'on a dit dans la vision des tunnels. C'est par exemple, quand un patient arrive devant un médecin, s'il met déjà un diagnostic, il ne fait pas recul de penser 3 diagnostics différents, il va dire, moi je suis sûre que tu as une anémie pour une raison X, Ouais. et en fait il va chercher jusqu'à qu'il prouve ça. Il reste vraiment, la vision des tunnels, c'est que tu restes tout droit dans cette chose. Ouais. Et toi, tu étais un peu dans ta vision des tunnels, ça. Je vais avoir un enfant, la façon d'avoir l'enfant, c'est adopter. Et en fait, je trouve que c'est intéressant quand on a les couples, surtout parce que les hommes et les femmes, chacun, ils pensent différemment, ils voient les choses différemment. Ouais. Parce que c'est un couple, en parlant en couple, que parfois on peut faire ce qui recule. Mais attends, mais si l'objectif c'est avoir un enfant, il y a des autres façons à faire. Bon, avec tes articles congelés. Et je trouve ça marrant parce que parfois, on a dans tout nous, on a une vision, on a une chose, un rêve, on te dit un souhait, mais il y a infinie possibilité de faire le même souhait. Je trouve que c'est assez riche quand on parle entre les couples parce que c'est des points de vue différents et c'est assez enrichissant aussi. Ouais. Et je crois que c'est une des lettres, parce qu'à la fin de chaque chapitre de mon livre, j'ai écrit une petite lettre à mon fils, que j'ai dit que tout change dans la vie. Oui. Et des fois, on dit, bon, parce que lui, il ne voulait pas, mais j'ai resté dans cette première avis qu'il ne voulait pas d'avoir d'enfant. Donc, bon, pas grave, je vais dans mon côté ici avec l'adoption. Et on va arriver là, mais c'est une autre chose que j'ai appris beaucoup pendant les cancers. Oui. Parce qu'on change, les personnes changent notre... On change de l'état, oui. Et c'est la chanson de Lulu Sanz que j'aime bien, mais la vie, c'est comme des vagues. Et une vague, elle n'est jamais comme l'autre. Et c'est pour ça qu'il est évident, il doit être... il doit être dire. C'est la communication entre les couples qui on dit toujours. Il faut parler. Si ça te dérange, si c'est ton souhait, si c'est ton envie, il faut toujours parler. Parce que l'autre, il ne peut jamais deviner qu'est-ce qu'on veut. Et puis des fois, ça ressemble évident, mais c'est pas c'est évident. Et je pense que surtout nous qui, par exemple, là, nous sommes en Europe, nous sommes brésiliens, on habite en Suisse. Il y a tellement de choses aussi, rien qu'au niveau, si on prend une personne du nord du Brésil avec une du sud, il y a déjà beaucoup de choses qui semblent évidentes, mais que c'est déjà pas, imagine des cultures différentes. Il y a plusieurs choses qui, parfois on s'en va, mais c'est tellement évident, oui, mais pour nous, pour moi, quand je me mis ensemble avec mon copain, c'était évident dès qu'on vient une relation amoureuse, c'est pour avoir un niveau mariage, avoir une famille, et pour lui, il dit, mais moi, avoir un enfant, ça ne veut pas dire que c'est dans le contexte de mariage. Pour moi, c'est pas évident comme c'est évident pour toi. Et tu dis, ah ouais, mais tu vois ça comme ça. Et tu vois, pour nous, au Brésil, c'est que tu vas pas faire des enfants si tu n'es pas marié. Ça n'existe pas. Et en fait, voilà, l'évident que pour moi, dans ma culture, c'est évident, dans sa culture à lui, c'est pas évident. Et je pense que si on arrive à dire de plus en plus, c'est beaucoup le travail que Chris fait de cette intelligence émotionnelle. On peut aussi éviter beaucoup de soucis. Non, il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est par rapport à l'idée d'écrire des livres. Parce que ça va avec la question de parler des choses évidentes. J'ai une copine qui, quand j'ai été diagnostiquée avec les cancers, elle m'a dit « Ah, je suis sûre, qu'est-ce que tu penses maintenant ?» J'ai dit « Ah bon oui, je suis sûre que tu es inquiet avec l'université de ton fils. » Parce que mon papa, il a eu du cancer et lui, il était inquiété si j'aurais fini mes études de pas. Et là, j'ai pensé avec moi-même, j'ai dit, mais ça, c'est moins de mes inquiétudes maintenant. J'ai dû être vivant pour jouer avec mon fils, mais pas forcément, et spécialement en Suisse, l'université, c'est pas comme au Brésil, c'est important. Et c'était là que ça m'est venu l'idée, j'ai dit, non, mais j'ai vu que mon fils sache qu'est-ce que je pense de moi. Parce qu'elle disait que bon, c'était mon papa, mais c'était pas lui qui m'a dit ça, c'était une tante, un ami, un collègue. Je dis non, mais mon histoire, j'ai vu que mon fils sache de moi-même. Et ça joue avec l'évident et il doit être dit, parce que chaque personne elle a son histoire, et chaque personne pense à sa manière. Ah oui, et puis c'est important que nos enfants ils sachent l'histoire, comment elle a été.
et puis de nous-mêmes. Et ça, c'est une façon de raconter à notre enfant c'était quoi. Et les livres, c'est toujours une chose que ça me touche beaucoup par rapport à écrire un livre. Quand j'ai écrit les miens, c'est même quand je pars de ce monde, il reste là. Ça va rester, c'est une graine. Il va rester, et puis mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils vont avoir l'accès à cette histoire. Et puis c'est comme s'ils étaient assis avec moi, et puis moi en train de raconter. Donc ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment riche, ça. Et moi, j'aimerais revenir juste un peu sur la grossesse et la maturité, parce que quand tu as eu ton fils, quand tu as tombé enceinte, tu avais déjà 43 ans, oui. Et puis, bon, en Suisse, c'est vrai que c'est plutôt au Brésil qu'on dit la grossesse en maturité. Parce qu'en Suisse, c'est très commun que les femmes aient tombé enceintes après 40 ans. C'est vraiment quelque chose qui s'arrive tout le temps. Et puis, ils laissent vraiment pour tomber enceinte après 40 ans parce qu'il veut faire sa carrière, il veut étudier, il veut se réaliser professionnellement et puis après avoir un enfant. Mais pour nous, c'est vrai qu'après 40 ans, au Brésil, entre guillemets, maintenant ça commence à changer un tout petit peu et on dit que c'est un peu tard. Même moi, j'ai eu mon deuxième enfant à 37 ans et puis les gens disaient « Oh, mais c'est trop tard, tu vas tout recommencer. » Et, puis, et c'était vraiment du bonheur. C'était une expérience vraiment intéressante. Je trouve qu'on a beaucoup plus de patience à cet âge-là qu'à 20 ans. Mais voilà, tu as eu cet enfant, il y avait une grande envie d'avoir cet enfant. Donc, tu as beaucoup fait pour réaliser ton rêve d'être maman jusqu'à ce que le petit est arrivé. Mais là, il y a des choses qui sont arrivées. Parce que, alors, une maman, je veux dire, bébé il arrive, maman, elle installe un drive qui dit, oups, maintenant c'est quel bébé? Moi, on laisse à côté, On laisse de côté, c'est ça. Et puis, alors, l'histoire là, elle est très longue, mais on va faire un deuxième épisode où on va raconter la continuation de cette histoire qui est tellement jolie, elle est remplie de beauté, de défis, mais la fin, c'est quelque chose de très ému et très, très, très spécial. Restez avec nous pour le deuxième épisode. On se retrouve à le dernier vendredi du mois, ici au Parentcast. À bientôt! Au revoir!